Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle à quelques stades qu'elle en soit. Je suis Claire Virose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Bonne nouvelle, le podcast Oser la reconversion a maintenant une page Instagram. Retrouvez-nous sur @oser la reconversion et vous pouvez aussi suivre les actualités du podcast sur le groupe Facebook dédié aux auditeurs. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Avant de vous laisser avec l'invité du jour, j'aimerais vous parler de la formation au métier d'aide-soignant que propose notamment la région Grand Est. La formation à l'IFAS, dont Mickaël nous a parlé dans l'épisode précédent, est une véritable aubaine pour celles et ceux qui souhaitent se reconvertir rapidement et efficacement dans le domaine médical. Cette formation est ouverte à tous sur critères de motivation, sans condition d'âge ou de diplôme, que vous ayez déjà travaillé ou non dans le domaine médical. En moins d'1 an, cette formation vous permet de valider le diplôme d'État d'aide-soignant, DEAS, en alternant des périodes de formation théorique et des périodes de stage de formation pratique en milieu professionnel. Les 4 périodes de stage dans différentes unités vous permettent de découvrir la richesse et la variété du métier d'aide-soignant. L'aide-soignant collabore étroitement avec l'infirmier et est avant tout au service de l'humain. Après 3 ans d'exercice, l'aide-soignant peut évoluer en se formant pour devenir infirmier à son tour. Vous avez le goût du contact, le sens du relationnel et de l'écoute et surtout, vous souhaitez vous engager au service des autres? Devenez aide-soignant, un métier d'avenir qui a du sens. La région Grand Est peut prendre en charge votre formation suivant votre situation. Si vous êtes salarié, votre employeur peut vous accompagner financièrement. Si vous êtes demandeur d'emploi, la région Grand Est peut vous verser une bourse régionale sous certaines conditions. Pour la rentrée de septembre 2023, envoyez dès maintenant votre candidature et ce jusqu'à fin avril sur www.grandest.fr/actualité avec un S/devenez avec un Z-aide-soignant. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Virginie Garnier. Après avoir travaillé en tant qu'attachée de presse à Paris pendant 10 ans, Virginie est devenue photographe culinaire avant de se reconvertir une nouvelle fois pour devenir prof de yoga. Originaire de Nice, Virginie rêvait de faire ses études à Paris pour être dans la ville là où tout se passe. Après le bac, elle étudie donc à l'EFAP pour devenir attachée de presse. Elle s'occupe de grandes marques de mode, lifestyle, sport. Mais après 10 ans, Virginie fait un burn-out. Trop de stress, de tension au sein de son équipe. Passionnée de photos depuis très jeune, c'est sur un shooting pour une marque de spiritueux qu'elle représente en tant qu'attachée de presse qu'elle a le déclic. Pourquoi elle ne pourrait pas devenir photographe, elle aussi? Virginie devient alors photographe culinaire et exerce ce métier pendant 10 ans. Aujourd'hui, Virginie a décidé à la quarantaine de se reconvertir une nouvelle fois pour devenir prof de yoga. Alors avec Virginie, on a évoqué sa carrière d'attachée de presse à Paris, le stress des agences de presse, la limite des frontières entre vie perso et vie pro quand on travaille dans l'événementiel, sa passion pour la photo, comment son corps l'a averti qu'elle devait changer de voie, et le festival Les Évadés à Compiègne dont elle est cofondatrice. Cet épisode est hyper intéressant, vous allez voir, car Virginie nous raconte comment sa première reconversion l'a aidée pour se reconvertir une deuxième fois. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Virginie. Bonjour Virginie, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Claire-Vie, pareil, je suis ravie de participer à ce chouette podcast. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel? Actuellement, on va dire j'ai 2 casquettes. Je suis photographe et je suis également professeure de yoga. Alors, ce qui est super intéressant avec ton témoignage, c'est que tu as déjà fait une double reconversion, donc tu as exercé 3 métiers. Alors, quel était ton tout premier métier? Alors, mon tout premier métier, c'était attachée de presse. Et ça t'est venu, comment? T'avais toujours eu envie de faire ça un peu? Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Alors, je suis niçoise à la base, je suis née à Nice. Mes études, c'était plutôt les lettres, les arts. J'ai toujours été très attirée par le côté artistique. Et secrètement, dans ma tête, j'avais bien envie déjà d'être photographe quand j'étais toute jeune. Et après, c'est un petit peu difficile quand on habite en province pour les parents de se projeter dans des carrières pour leurs enfants qui sont un peu plus artistiques. Maintenant, ayant habité à Paris,
pour moi, ça a pris une dimension un peu différente parce que j'ai des copains, ils sont comédiens, illustrateurs. À mon époque, j'aime pas dire ça, j'ai l'impression d'être déjà vieille, mais quand j'étais jeune et que j'étais à Nice, ces métiers-là, c'était compliqué, quoi. Oui, parce que tu as 45 ans aujourd'hui, hein, c'est ça? J'ai 45 ans et quand j'avais 20 ans, on va dire, allez, 16 ans, ouais, il fallait s'inscrire en scientifique, même pas, à l'époque, moi, c'était en littéraire. Hein. Maintenant, les noms des bacs ont changé, mais ouais, les littéraires, bon, on savait pas trop ce que tu allais faire dans la vie. T'étais peut-être prof de français. Bon, voilà, c'était pas très ambitieux pour les parents. Hein. Et moi, j'avais toujours dans ma petite tête, ouais, je découpais des magazines, la mode m'intéressait beaucoup, donc la photo. Finalement, aussi, j'avais très envie de partir de Nice. Pour moi, j'avais envie de partir, j'avais envie de voir le monde, j'avais envie de faire autre chose autour de mes 16 ans. Donc, j'étais à la fac de lettres pour commencer. J'ai fait une licence en art, communication, langage. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que pour la petite histoire, un de mes professeurs nous avait dit dans un amphi, je m'en rappellerai toujours parce que c'est tellement vrai, il nous a dit, vous verrez, vous êtes une génération où vous aurez plusieurs métiers dans vos vies. Et c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore parce que nos parents, nos grands-parents faisaient des carrières, restaient 30, 40 ans dans une boîte. Et quand il avait dit ça, j'avais trouvé ça hyper étonnant. Et il avait complètement raison. Je suis à mon troisième métier, un espèce de couteau suisse. C'est assez chouette finalement. Et du coup, licence, art communication langage. Et ma maman trouve un article un jour dans la presse qui disait les métiers de demain, c'est les métiers de la communication. Mais ce qui m'intéressait le plus, c'était surtout que elle me dit, regarde, il y a une école à Paris. Moi, j'ai dit, je signe. Donc, je suis partie à Paris et j'ai fait une école d'attaché de presse, l'EFAP. Oui, qui est assez renommée dans le milieu. Ouais. Et j'imagine que du coup, pour toi, sur le papier, c'était la bonne idée parce que c'était une carrière socialement reconnue et en même temps, il y avait un peu le côté artistique, photo. Et ben, alors j'étais très contente de partir de Nice, d'ouvrir un peu mes horizons. Je faisais déjà de la photo argentique à Nice, mais pour moi c'était une passion, quoi. C'est une vraie passion. Je faisais des agrandissements, je faisais des photos dans le noir et blanc tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'avais toujours mon appareil avec moi. Et j'ai été vraiment séduite par l'idée d'aller à la capitale. Et c'était pas tant la photo du coup, c'était plutôt rencontrer du monde, la communication et surtout ce métier d'attaché de presse. Au final, c'était un peu, on savait pas trop à quoi ça servait et en même temps, c'était un peu le métier de demain, faire parler soi dans la presse. Donc maintenant, on parle d'influenceurs, on était dans la presse, mais voilà, c'était vraiment le. Donc j'ai fait 2 ans les FAP. J'ai pas trop aimé, mais ça c'est très personnel. Je me suis retrouvée avec dans un bain de parisienne. Moi, je débarquais de la province, donc c'était assez. J'ai dû faire un peu ma place, quoi. Ensuite, j'ai fait mon petit chemin. Je suis partie aux États-Unis 1 an parce que j'avais aussi très 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 envie de maîtriser en l'anglais. Les États-Unis m'appelaient beaucoup, voilà. Et puis en rentrant, j'ai tout de suite trouvé du travail dans une agence de RP. Donc j'étais attachée de presse pendant 10 ans dans le milieu de la mode, du sport, du luxe. C'était dans quelle agence, tu peux nous dire? J'ai commencé par l'agence Morozzo Communication, qui existe toujours, je pense. Ensuite, j'ai fait des stages d'abord chez Smirov. Alors c'est drôle parce que bon, maintenant, je suis photographe et je travaille avec ces agences. Voilà, c'est assez rigolo. La boucle est bouclée. Donc Smirov Communication pour mes tout premiers stages. Après, c'était Morozzo, mon premier contrat signé. Et ensuite, je suis passée chez Reflex, qui n'existe plus, je crois, sur Paris, mais qui a des bureaux à Paris, à New York et à Shanghai. Et là, Reflex, j'étais associée, directrice de la structure RP. On a construit la structure RP. Je travaillais pour des clients, ouais, des gros comptes. Et donc, tout ce chemin-là dans la communication, c'était relations presse, relations publiques, a duré une dizaine d'années. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ça te plaisait? Est-ce que l'ambiance c'était un peu comme à l'EFAP ou c'était plus sympa? Au début, ça me plaisait beaucoup, c'était les paillettes, vraiment. Puis moi, voilà, j'étais jeune, célibataire, on dort pas beaucoup, mais c'est pas grave. Voilà, il y avait ce côté très festif et à la fois
marque très jeune, équipe très dynamique, choses qui bougent. Moi, j'ai arrivé de Nice, pour moi, c'était vraiment, voilà, c'était incroyable. C'était vraiment une chouette période. Après, avec le recul, c'était pas moi, c'était pas mon ADN. Mais j'ai adoré parce que une énergie, avoir ce sentiment d'être un peu au cœur des choses, etc. Mais on est quand même la mode. J'ai délaissé la mode assez vite. Après, voilà, chez chacun trouve ce qu'il a à trouver. Mais voilà, je préférais plus le sport, le tourisme. Voilà, c'était plus une relation avec les journalistes qui était un peu différente. Et quand tu dis que c'était pas moi, c'était qui? Alors c'était plus pour celle que tu avais envie d'être, pour faire plaisir aux autres. On va dire que je suis quelqu'un d'assez timide. Ça s'est arrangé avec le temps. Mais j'étais très 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 timide à l'époque, vraiment. Et être attachée de presse, il y a un côté, il faut aller de l'avant, quoi. Il faut avoir la niaque, il faut pouvoir monter au créneau, raconter des histoires. Il faut aller chercher les journalistes pour qu'ils parlent de vous, de votre marque, du produit que vous défendez. Et il y en a tellement d'autres qu'il faut avoir les bons arguments, il faut avoir le bon réseau. Moi, j'étais pas ça. J'étais une artiste qui avait pas suivi le bon chemin. Mais ça m'a permis en tout cas, de dépasser. Quand on doit faire les relances, par exemple, les relances téléphoniques, la bête noire, je me rappelle, j'allais aux toilettes, je pleurais. Après avoir appelé 50 journalistes dans la foulée, en essayant de lui parler de choses. Mais après, ces journalistes-là, elles ont des tonnes d'attachés de presse qui les appellent tous les jours. Et c'est vraiment une machine, un truc de rouleau compresseur. À l'époque, moi, quand j'ai commencé, on avait des listings. C'est certainement peut-être aussi toujours comme ça, mais on a des listings toute la journée. Quand on arrive, on appelle, on appelle. Il faut y aller, quoi. Faut décrocher son téléphone. Ouais. Donc mais en tout cas, ça m'a aidé à être de moins en moins timide, quoi. Ouais. Puis je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai aussi la sensation qu'il y a beaucoup de gens qui veulent travailler dans ce monde. Donc il y a un petit peu le côté, si tu fais pas le job, tu sais qu'il y a plein d'autres qui attendent et c'est assez ça qui est aussi fatigant. Quand j'ai commencé ce métier-là, je me rappelle, l'agence Miroff, j'ai commencé, j'étais stagiaire, on devait être une dizaine. C'est drôle, maintenant je sais pas si tu connais cette agence, mais maintenant c'est une très grande agence de RP à Paris. C'est impressionnant, mais c'est vrai que il y a un côté déjà c'est beaucoup de femmes, beaucoup de filles, très très féminin. C'est un peu cours de récré, ouais. Le sport me parlait plus. J'étais sur des marques de snowboard, ouais, j'ai trouvé un petit peu plus ma place là. Voilà. Et peut-être qu'on avait plus de légitimité à parler d'un truc technique que d'une énième paire de bottes, voilà, où on avait tellement de concurrence, voilà. Mais univers quand même très plaisant à cette époque-là, quoi. C'était vraiment chouette. J'ai passé des bons moments. Après, c'était un espèce de mélange entre le travail et le plaisir, entre la fête et les sorties et aussi être performant. Donc, c'est quelque chose qui peut être hyper épuisant sur le long terme. C'est pour ça que j'ai fait un burn-out au bout de ces 10 ans d'attaché de presse. Ouais. Et c'était quoi l'élément déclencheur? Il y a eu la goutte d'eau? Ouais, c'était la somme de tout. C'est beaucoup de stress. Je pense que quand tu arrives à un niveau de fatigue, slash exigence de clients, slash management d'une équipe qui sont pas toujours très sympas entre elles. Moi, j'avais beaucoup de mal avec les relations entre les gens de mon équipe. Et en même temps, tu vois, tellement compétitif. Tu demandes tellement à ces personnes toute la journée et que c'est des personnes qui ont forcément des grosses personnalités, des gros caractères pour, tu vois. Et au final, du coup, entre elles, il y a de la pression, il y a voilà, des choses. J'ai rencontré des super belles personnes sur mon parcours. Je me suis trompée aussi dans mon recrutement. Mais ça, c'est le chemin, on apprend. C'est vrai que c'est un milieu un peu cours de récré, hein, pour travailler avec des RP. Parfois, c'est un peu ma maternelle, quoi. Ouais, mais bon, ça m'a appris énormément et tout ce que j'ai appris dans ce métier-là me sert aujourd'hui pleinement, quoi.
de comprendre comment les médias fonctionnent, de comprendre les enjeux, de comprendre tout ça en tant que photographe maintenant m'aide beaucoup parce que maintenant je travaille pour la presse en tant que photographe. Donc Et donc, du coup, comment ça s'est passé ton burn-out? Donc là, ça a été un petit peu l'événement de trop au sein de ton équipe. ouais, c'était un peu ouais, exactement. Ouais. Et c'est arrivé quoi? Du jour au lendemain, t'as dit stop? Comment ça s'est passé? Ouais. J'étais tellement stressée que je perdais mes cheveux, je dormais pas assez, je sentais que j'avais la boule au ventre, quoi. J'allais au travail, la boule au ventre. C'était pas l'agence, c'était chouette, hein, mon directeur était génial, il me mettait pas trop de pression, mais c'était moi-même, quoi. Moi-même avec moi. Et je pense que c'est arrivé à un niveau où j'étais directrice de la structure RP, j'avais ce stress en dessous de ce management de gens qui me prenaient du temps, de l'énergie, je comprenais, enfin voilà, il y avait un truc. Pourtant, on me disait que j'étais bonne dans ce que je faisais, mais ça me rendait très triste de cette ambiance-là, cette espèce de T'absorbais trop, quoi, les... ouais, les crapages de chignons, dealer les personnalités et à la fois de l'autre côté les clients parce qu'on avait des grosses marques qui te mettent une pression de dingue, quoi. C'est tous les jours, tu dois défendre ton métier, tu dois défendre ce que tu fais. Être attaché de presse, c'est vrai que c'est pas très quantitatif, c'est très difficile. Les clients te payent pour une prestation, mais au final, tu vas tout faire pour avoir des articles, avoir du contenu qui paraissent, mais tu sais pas. Et ça, c'est pas très quantitatif. Tu peux pas mesurer ça pour les clients, c'est très difficile. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est un article ici. Tu vois, et c'est très stressant de pas avoir eu l'article qu'ils voulaient. Donc tu montes des stratégies RP. J'aimais bien la partie où on devait monter des stratégies RP, trouver des idées créatives, tu vois, pour essayer de les faire se démarquer, avoir des histoires à raconter. Mais le côté Urgence aussi, j'imagine. Tout est dans l'urgence, tout le ouais. temps, Ouais, ouais. tout le temps, tout est dans l'urgence, etc., etc. Et puis finalement aussi, et c'est pas que dans ce milieu-là, hein, c'est dans beaucoup de milieux, dans la pub, dans tout ça, une déshumanisation de la relation. Et je trouve que les relations clients-marques, on est des êtres humains derrière nos métiers. Et ça, il y a dans certains métiers, non, cette carte-là n'existe plus. On est des machines, il faut produire. Et ça, pour moi, c'était de plus en plus dur à gérer, quoi. Voilà, tout simplement. Et donc, j'ai fait ce burn-out-là parce qu'il n'y avait plus d'humain. C'est très difficile de retrouver de l'humain. Ça me manquait cruellement, en fait. Et en fait, je me suis retrouvée un jour sur un shooting pour une marque de spiritueux. Et je me retrouve, j'avais fait toute la direction créative de stratégie RP pour que comment parler de cette marque de spiritueux d'une nouvelle manière. Là, on avait créé des cocktails et je me retrouve sur un shoot avec un photographe et un styliste culinaire et là, je dis mais t'as complètement. En fait, j'avais mis dans une petite boîte, dans un coin de mon cerveau, Ta passion, ouais. ouais, cette passion-là qui est clac. Je dis mais en fait, c'est pourquoi je ne fais pas ça? Qu'est-ce qui m'empêche d'y aller? Et je me suis dit, je peux pas ne pas essayer, en tout cas. Voilà. Je peux pas ne pas essayer. J'ai approché de la trentaine et je me suis dit, je peux pas ne pas essayer. Euh, Tu peux pas. La vie est trop courte. Voilà. Il faut que tu essayes. Ouais, tu fais un peu une reconversion par décennie. Là, c'est un peu ta reconversion de la quarantaine. C'est exactement ce que je me suis dit en préparant mentalement ce que j'allais te dire. Et je me suis dit, c'est exactement ça. Tous les 10 ans, je change. En même temps, ça me paraît logique dans le sens où on est des personnes totalement différentes à 20, 30, 40 ans. Et donc, ce qu'on a envie de faire, c'est aussi totalement différent. Et donc, du coup, tu fais ton burn-out. Là, tu te dis, j'ai envie de faire de la photo. Et comment ça se passe un peu le cheminement? Quel délai tu as entre j'arrête, je fais ma pause pour me remettre? Comment ça se passe, hein? Il faut dire que j'avais la chance d'avoir un compagnon qui gagnait sa vie et que je pouvais, moi, tout d'un coup, faire une pause pour essayer de me lancer. Parce que tu habites à Paris, je veux dire, à un moment donné, j'avais pas encore d'enfant, mais euh, voilà, il faut payer ton loyer. Enfin, il faut gagner de l'argent, quoi. Donc ça, c'était évidemment un support incroyable. Et puis j'avais ma famille aussi qui me soutenait beaucoup. Donc la question financière, c'est jamais vraiment posée. Et donc ça, c'est un luxe, une chance incroyable. Donc à partir du moment où je me suis dit, ah ouais, faut que je tente ça, faut que je fasse de la photo, faut que je tente ça.
j'ai commencé à explorer un peu les chemins que je pouvais prendre. Donc j'ai demandé une rupture conventionnelle. Ah non, d'abord j'ai essayé de voir si c'était possible de faire des formations en quittant ton job, tu sais, juste pendant 1 an, et tu peux. J'ai commencé à me renseigner pour voir comment ça se passait au niveau des écoles de photo, parce que moi c'était ça que je voulais faire, aller à l'école de photo, apprendre, me nourrir de tout ça. Et en fait, j'avais dépassé l'âge. Il y a beaucoup de formations en France, c'est 28, c'est 25, 26, 27 ans max, ça dépend. Et c'était trop tard pour l'âge que j'avais. Alors j'étais dépitée quand j'ai su ça. Je me dis, je ne ferai jamais l'école de photo. Ou alors il fallait que je parte à Londres, à New York, enfin, voilà. Et je me suis dit aussi surtout qu'il fallait que je me mette au numérique parce que le numérique, c'était, enfin, je connaissais l'argentique, mais je connaissais pas le numérique. Et j'ai décidé tout arrêter. J'ai fait une rupture conventionnelle avec mon boss qui a été voilà, triste de me laisser partir, mais en même temps qui comprenait tellement. Donc ça, c'était chouette déjà. Et du coup, j'ai investi dans. Je suis complètement autodidacte, quoi. J'ai investi dans du matériel. J'ai fait des photos, j'ai fait des photos, j'ai fait des photos. J'ai commencé, j'ai plus arrêté. Je me suis familiarisée avec le matériel. Et c'était au tout début, il y a 14 ans. Et c'était à peine, à peine. On parlait pas encore de Top Chef et tout ça. C'était le tout début de la photo culinaire, de la démocratisation, de la mode, de l'engouement, tu vois, pour tous ces chefs et tout ça. Et moi, quand je suis sortie de ce shooting avec cette marque de spiritueux, en fait, je me suis dit, c'est facile. Enfin, c'est facile. C'est plus facile de mettre en scène une photo de bouffe, tu vois, parce que t'as pas besoin un grand studio, t'as pas besoin de payer des mannequins, d'avoir des c'est assez facile de mettre en scène ça et de commencer comme ça. Donc j'ai commencé par ça. Et sur mon chemin, j'ai rencontré des filles, des personnes qui étaient aussi qui avaient envie de devenir stylistes culinaires. C'est drôle. En fait, en posant des questions, en se renseignant, j'ai eu la chance aussi d'avoir mes clients attachés de presse qui ont été mes premiers clients photographes après ma reconversion et qui m'ont fait confiance. Donc ça, c'était chouette. Et sur le chemin, on m'a présenté à droite, à gauche. Donc moi, je me suis dit, sinon, alors après avoir abandonné le chemin, aller à l'école, je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire de la photo, mais je vais être assistante. C'est comme ça qu'on commence. Donc j'ai commencé à prospecter un peu pour être assistante, et là, j'ai pas eu trop des chouettes retours. J'ai plutôt eu des gens, du coup, je partais sur de la photo culinaire, des gens soit qui n'avaient pas besoin d'assistant parce que finalement, c'est quand même assez, on n'a pas besoin d'avoir un assistant pour faire la photo culinaire, soit je ressentais quand même un peu de peur, de concurrence, des choses comme ça. Oui, il y a beaucoup de ça dans les métiers créatifs. Ouais, C'est chouette. Il y a eu beaucoup ça, ouais. ouais. Mais encore, hein, encore maintenant, hein, je Ouais, trouve. ça change, je trouve. Ça change. Parce que j'ai eu tellement la chance d'avoir les gens enfin, certaines personnes m'ont ouvert un peu leur porte que moi, je fais pareil. Maintenant, j'ai souvent bon, c'est que des jeunes filles, mais qui m'appellent, sur Instagram, qui me contactent, qui me disent, j'aime beaucoup ce que vous faites, est-ce qu'on peut se parler? Et de parler de leur envie à elles de devenir photographe, mais elles n'arrivent pas à sauter le pas, comment j'ai fait, etc. Donc, c'est chouette de partager ça. C'est vachement chouette. Parce que moi, j'ai eu la chance, du coup, de rencontrer Valérie Lhomme, qui est photographe culinaire et qui était aussi styliste culinaire avant. Et elle m'a dit, mais ouais, mais viens. Et là, l'univers de la photo culinaire s'est ouvert. Et est-ce que tu peux expliquer ce que c'est, styliste culinaire? Alors, styliste culinaire, c'est une personne qui, bon, c'est aussi un grand couteau suisse parce que c'est à la fois une personne qui écrit les recettes, donc qui les invente ou qui les crée ou qui s'inspire d'autres choses, qui les cuisine vraiment, donc qui les produit en ayant faire les courses, etc. Donc, je t'imagine la production du truc, qui les cuisine et après qui les met en scène pour la photo. Ok. Voilà. Donc, il pense aussi à la vaisselle, aux jolies petites fleurs, au fond, voilà. Donc, c'est un vrai travail de binôme, la photo culinaire, entre un photographe et une styliste. Et comment ça s'est passé justement quand tu l'as annoncé? T'as pas eu peur de dire que tu voulais, que tu voulais être photographe, parce que ça va pas être évident d'oser dire à ses clients quand on est directrice, je vais commencer comme photographe autodidacte.
Comment ça s'est passé pour toi? Alors déjà, l'annoncer à mes parents qui disent: «Ah bon, mais tu vas lâcher ton salaire? Ah oui, oui», parce qu'à cette époque-là, je gagnais super bien ma vie et puis les gens autour, non, ils trouvaient ça génial. Ils trouvaient que j'étais un peu folle, mais ils trouvaient ça super. Après, moi-même, je me suis donné 1 an. Je me suis dit: «Si dans 1 an, tu n'y arrives pas, tu recommences, tu repars dans la communication, il y aura toujours des jobs, c'est pas». Donc c'était non, non, ça a été super bien perçu. C'est vrai qu'à cette époque, en plus, c'était moins répandu les reconversions. Parce que c'était à quoi? Tu disais 14 ans? Oui, c'est vrai que c'était moi maintenant on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup des gens qui se reconvertissent. Ouais, ouais, c'est vrai qu'à mon époque ça l'était pas, mais j'ai pas le souvenir de. Ouais, j'avais une autre amie aussi qui est devenue archi d'intérieur, qui bossait plus dans. Mais voilà, on arrivait vers la trentaine, quoi. On arrivait vers la trentaine et on s'est dit peut-être qu'on a pris le mauvais chemin. Peut-être voilà. Puis aussi à l'école on est mal orienté, on sait pas les métiers qui existent, surtout en province comme ça. Moi, je savais même pas que le métier d'attaché de presse existait, à quoi ça servait, qu'est-ce que ça faisait, tu vois. Donc non, non, les proches mon compagnon m'a trouvé super. Enfin, il croyait en moi, donc ça c'était chouette. Mes parents aussi, hein. De toute façon, ils savaient très bien que j'étais créative et que ce chemin-là allait arriver tôt ou tard. Donc Quel conseil peut-être tu donnerais aux auditeurs qui ont envie justement de se lancer dans leur passion, tu vois, pour dépasser leur peur? moi, j'ai jamais eu peur. Ça, c'est, je me suis vachement interrogée sur ça. J'ai peur sur plein d'autres choses, hein. J'ai peur dans plein d'autres domaines. Si tu me posais des questions sur d'autres choses, je te dirais, ah ouais, ouais, là, j'ai peur. Mais je sais pas. En tout cas, sur mes choix, c'est difficile de dire professionnel parce que pour moi, la photo, il y a un côté qui est pas que professionnel. C'est comme le yoga maintenant, d'ailleurs. Pas du tout même. En tout cas, j'ai jamais eu peur de ça parce que j'avais une espèce de confiance en moi sur ce sujet-là qui était évident. Je me disais ça va marcher. Et si ça marche pas, c'est pas grave, je referai autre chose. Voilà, c'était toujours, j'étais confiante. Après, dépasser sa peur, bah, c'est un peu le thème de votre podcast, hein, c'est oser, 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 et se dire que aussi, si on n'y arrive pas, c'est pas grave parce que si c'est notre chemin, ça marchera. Faut croire en sa force, faut croire en ses talents, faut croire en sa bonne étoile, faut croire en soi. Il faut s'entraider les uns les autres. Ça, c'est très important parce que je vois sur le chemin, il y a des gens il y a de la jalousie sur le succès de l'autre, mais il y a aussi les gens qui te portent. Et ça te donne vraiment des ailes, quoi. Je pense qu'aussi, il y a un côté où les personnes, elles n'ont pas forcément envie d'essayer parce qu'elles se disent que elles préfèrent pas savoir si elles vont réussir ou pas. La peur de l'échec, quoi. La peur de, ouais. Ouais. Tu peux pas savoir si tu n'as pas fait. J'ai dit ça parce que j'ai vu que donc tu avais fait un post quand tu t'es reconverti pour être prof de yoga où tu disais justement que tu faisais un peu le deuil de la personne que tu espérais être en tant que photographe reconnu. Et je trouvais que c'était super intéressant ce que tu disais parce qu'il y a toujours ce côté est-ce que j'arrête parce que j'ai échoué un peu ou voilà je fais le deuil ou alors est-ce que j'arrête justement parce que j'ai dépassé cette envie et je suis prête à une nouvelle envie. Je trouvais que c'était intéressant que tu partages ça. Du coup, qu'est-ce que tu en penses? C'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé parce que quand on est salarié, on se pose pas trop la question. Tu vois, on a un contrat. Bon, ça a ses avantages et ses inconvénients, mais tu as une sécurité. Quand je suis passée photographe, il y a plein d'émotions qui se mélangent en moi à ce moment-là. Il y a l'émotion je suis freelance, donc il y a des moments hyper incertains. Il y a des mois et des mois où tu travailles pas, tu vois. Il y a des hauts, il y a des bas. Hein, donc c'est déjà ça, il faut être prêt à le vivre au quotidien, quand à la fin du mois, il n'y a pas d'argent, et quand tout d'un coup, tout Paris t'appelle pour te booker, alors que ça fait des mois que tu travailles pas. Donc, tu as cette émotion-là à gérer au quotidien qui est pas facile parce que le reste du monde, lui, continue d'avoir des rythmes de bureau, etc. Tu as l'émotion de la passion qui t'anime. Et moi, je suis quelqu'un de très passionné. Donc, quand je me suis lancée dans la photo, je vais à 200% dans la photo. Vraiment, ça m'anime, je pense qu'à ça. Et je pense quand on s'oriente vers n'importe quel métier créatif, il y a toujours ce côté commercial qui à la fois, c'est le nerf de la guerre parce que faut travailler, il faut gagner des sous, nana. Et du coup, par rapport à ta question où tu me disais qu'il fallait faire le deuil et comment, en fait, sur cette partie
de carrière de photographe. Donc il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où je me suis dit je vais retourner à la communication, c'est pas possible. Et finalement, boum, d'un coup, voilà, t'as plein de contrats qui tombent. C'est assez difficile à gérer. Mais c'est surtout que est arrivé le Covid. On va dire que je gagnais très bien ma vie. J'étais sur des super projets. Commercialement, c'était fantastique. Et donc, comme je te disais, j'avais toujours un peu, quand on est artistique, on a toujours l'envie. Alors, c'est quelque chose d'un peu particulier, mais en tout cas, l'envie de créer des choses très personnelles et d'être reconnu en tant que photographe et pas que en tant que photographe commercial pour des marques, tu vois. Avoir cette petite ambition ou ce petit rêve d'avoir une expo un jour quelque part pour porter un message, pour t'exprimer, quoi. Et en fait, t'es tellement pris dans cette roue là, ce hamster dans cette roue, parce que c'est ça, hein, même si je vivais de ma passion, que tu travailles pour des projets commerciaux, et tu prends pas le temps de faire des projets perso. Et au final, quand tu as du temps pour le faire, eh ben tu stresses et tu le fais pas, et tu prospectes comme une dingue. Et donc est arrivé le Covid. Et avec le Covid, mon travail s'arrête, quoi. Ma vie de, plus de contrat, surtout que j'étais vraiment spécialisée dans tout ce qu'on appelle le lifestyle, donc plus d'hôtel, plus de photos d'hôtel, plus de photos de resto. Tout le monde bloque les budgets, voilà, on est vraiment donc confinement, plein de choses perso qui se passent dans ma vie aussi, compliquées. Et je me fais une grosse entorse dans mon jardin. Bon, je déménage de Paris, on achète une maison à Compiègne, là où je suis maintenant. Je me fais une entorse dans le jardin et mon corps me parle. Mon corps me parle, mon corps a mal en fait. J'ai très mal dans une jambe et j'ai très mal dans cette jambe et ça commence à prendre toute mon énergie. Je dors plus, j'ai mal dans cette jambe, je pense que c'est en lien avec l'entorse. Et je travaille pas, quoi. Et tout est lié et voilà. Et je suis à la maison et voilà. Le Covid passe, la vie reprend son cours, on va dire, et mon travail redémarre pas. J'ai pas, en tout cas, pas comme avant. Et je me rends compte quand même que beaucoup de compétition, beaucoup de jeunes gens qui arrivent avec une maîtrise des réseaux incroyable. Euh, Moi, je n'ai pas. Instagram, maintenant, voilà, c'est le nerf de la guerre, hein. Créer des images, créer du contenu, tout est hyper qualitatif. On arrive à un niveau, voilà, incroyable. Et juste à interrompre, mais c'est rigolo parce que j'avais lu un livre sur les explications des mots physiques par leur raison un peu plus, je veux dire, psychologique, émotionnelle. Et j'avais lu que quand on a mal aux jambes, c'est qu'en fait, on n'a plus envie d'avancer. Et toi, tu avais un peu ce côté-là. En fait, tu n'avais plus envie d'avancer dans cette voie-là. Non, moi, je l'ai vécu plus comme j'ai pris le mauvais chemin. Ouais. J'étais pas sur le bon chemin. Il y a quelque chose comme ça qui a résonné en moi. Et en fait, tu te poses ces questions-là et je me dis, OK, donc j'arrête la photo. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Parce que tu as toujours la dimension économique de cette vie qui te rappelle à toi, il faut gagner ta vie. Il faut, voilà, maintenant j'ai 2 enfants, ils sont là, il faut vivre. Donc comment je fais quand on est freelance, on travaille pas, on gagne pas d'argent, hein. Donc ce côté-là et voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? Je me fais des nœuds au cerveau, je me dis et là pour revenir sur cette idée de deuil, moi je suis tellement impliquée à 300% dans quelque chose que pour moi il fallait arrêter quelque chose pour en recommencer un. Donc ça voulait dire arrêter ma carrière de photographe et pour moi c'était un deuil, quoi. Ça voulait dire j'arrête ça. Et c'était bloqué comme ça dans ma tête. C'était stupide parce qu'en fait j'ai compris qu'on pouvait faire plein de choses en même temps. Mais moi je l'ai interprété comme ça. Je me disais ok c'est fini, t'as 45 ans. C'est pas grave, mais faut que tu fasses autre chose. Tu l'as déjà fait une fois, voilà. Mais quoi? Et ce qui Voilà. est fou, c'est que tu l'as vécu difficilement alors que tu as réussi à vivre de ta passion et c'est hyper fort de l'avoir fait déjà. Ouais, mais je me rendais pas compte. Tu sais, il y a ce truc de légitimité qui reste toujours un petit peu quelque part en toi. Tu peux parler à plein de personnes du complexe de l'imposteur. Tu sais, j'ai mis presque 2 ans en étant photographe à réussir à dire aux gens que j'étais photographe.
tu vois. Et de pouvoir facturer en disant voilà, je vous facture, je suis Virginie, je suis photographe. Et mes photos, je les fais payer maintenant. J'ai mis vachement de temps. D'ailleurs, ce complexe-là, et avec le yoga, c'est pareil. Mes cours, j'arrive pas à me faire payer, c'est terrible. Voilà, toujours pareil, ce truc de légitimité. Même encore aujourd'hui, je me rends peut-être même pas compte de la chance que j'ai voilà, ou voilà, de pouvoir faire des images. Voilà, ouais. C'est une grande chance, quoi. Et donc, tu dis qu'il y a beaucoup de concurrence maintenant dans le milieu de la photo. Tu penses que c'est lié au Covid? Il y a beaucoup de gens qui se sont lancés au moment du Covid? Non, je pense que c'est juste l'ordre des choses, ces nouveaux réseaux, ces nouvelles manières de communiquer. Mais peut-être que moi, avant, j'étais tellement la tête dans le guidon que je m'en rendais pas bien compte, et qu'avec le Covid, en effet, il y a peut-être des gens qui se sont lancés dans des choses, ben voilà, dans des carrières autour d'Instagram, de la vidéo, etc. Et je voyais bien quand j'étais en compète sur des projets à côté de moi, j'avais des personnes dont j'avais jamais entendu parler avant, qui faisaient à la fois de l'influence, de la vidéo, et moi on me disait, ben on ne vous a pas choisi parce que vous n'avez pas assez de followers. Pour moi, c'était pas, il y avait un truc en décalage. Je suis pas influenceuse, tu vois. Donc c'est vraiment deux métiers différents pour moi. Et du coup, je me suis dit bon bah écoute, ça y est, c'est passé, c'est pas grave. Chacun son tour. Il y aura, tu vois, il y aura toujours, c'est normal quoi. Normal, mon fils, qui a 12 ans, voilà, il se lançait déjà tellement plus que moi sur tout ça, même sur la retouche photo, parce que ça va vite dans leur cerveau. Les jeunes sont ultra connectés, ça réagit vite. Et puis les marques en face, elles ont besoin de ça. Donc elles parlent la même langue, elles peuvent offrir un service qui n'est plus le mien en fait. Comment tu as choisi de te former plutôt en yoga que, par exemple, de passer du temps à expérimenter les réseaux sociaux, puisque c'était aussi un investissement en termes de temps dans les deux cas? Ouais, ouais. Ce corps qui me rappelait à lui. En fait, j'ai toujours fait du yoga. J'ai fait du yoga depuis peut-être mon arrivée à Paris. C'est au tout début. Mais je faisais comme ça, on and off, de temps en temps, avec mes grossesses aussi, en périnatale, des trucs, voilà. Mais j'avais des grosses périodes où j'étais à fond et puis d'autres périodes où j'y allais plus du tout. Mais en tout cas, je notais toujours ce truc-là du bienfait que j'en retirais. Je suis pas quelqu'un de très sportive à la base. Voilà, j'ai toujours eu du mal à aller dans la salle de sport, à aller courir et tout ça. Et le yoga, ça me parlait bien. Et j'en ressentais un bienfait fou. Et quand le Covid est arrivé, ben, et que je me suis fait mal à la cheville et que mon corps m'a parlé, en fait, je suis allée voir des médecins, des kinés, ils m'ont mis sous antidouleur, ça faisait rien. Et jusqu'à ce qu'on me conseille une femme incroyable qui habite à côté de chez moi, qui fait des massages shiatsu, des massages énergétiques chinois. Et je pense en 3 séances, mes douleurs commençaient à partir. Et là, voilà, j'étais sur une porte s'est ouverte. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je revienne au yoga, que je revienne à mon corps, que je n'étais pas dans mon corps. Je n'étais pas dans mon corps. Il me criait de l'écouter et je l'écoutais pas. Et le yoga, c'est finalement, c'est facile. Tu prends ton tapis. Enfin, c'est facile sur le papier pour commencer. Tu prends ton tapis et il y a plein de cours en Zoom maintenant. Il y a plein de cours enregistrés. J'ai commencé comme ça et là, ça m'a envahi. Il fallait que j'en sache plus, quoi. Il fallait que j'aille plus, fallait que j'aille enquêter par là. Et c'est vrai que je trouve ce qui est sympa avec le yoga, c'est qu'il y a le côté, chacun peut trouver son yoga en fait. Il y a tellement de yoga différents que peu importe ce qu'on cherche, j'ai l'impression qu'on peut trouver le yoga qui nous correspond. Et donc du coup, tu as eu un tel coup de foudre pour le yoga, ça fait tellement de bien que tu as eu envie de... Oui, tellement. Et c'est pour ça, ça me fait un peu doucement sourire les gens qui me disent ah le yoga j'aime pas ou c'est pas assez sportif. Il y a des yogas tellement sportifs, il y a des yogas beaucoup plus doux et ouais, je te rejoins vachement dans ça. C'est-à-dire il y a autant de yoga et il y a autant de profs de yoga. Chaque prof est différent, a une approche différente. Mais après, j'avais aussi ce truc je me disais pas, je vais être prof de yoga.
Ça, pour moi, c'était impossible. J'ai 45 ans. Pour être prof de yoga, il faut partir 6 ans en Inde. J'ai des enfants, je pouvais pas. C'était pas possible pour moi. Mais j'avais vu qu'il y avait des formations. Alors pour moi, en ligne, je trouvais ça. J'avais envie de faire un 200 heures. Je me suis inscrite non pas pour être prof, mais pour apprendre, quoi. Vraiment, j'avais du temps. En photo, j'avais très peu de contrats. Je me suis dit, bah c'est maintenant en fait. Donc je me suis inscrite à un 200 heures avec une école qui s'appelle le Modern Yoga à Paris et avec une dimension un peu ostéo, puisque le directeur de ce programme-là, il est ostéopathe. Et mon corps qui m'appelait, tout ça, pour moi, ça faisait sens de comprendre ce qui se passait anatomiquement. C'est pour ça que j'ai choisi cette formation. Et là, quand je me suis assise sur le tapis, la toute première heure du tout premier cours, j'ai été envahie d'une émotion. Je savais que j'étais à ma place, quoi. Et ça, c'est précieux, unique. Et ça a ouvert encore 10 000 portes derrière, de trucs à aller investiguer. Mais c'était tellement bien, tellement précieux. Et sur ces 200 heures, tu survoles plein de domaines parce que tu peux pas aller profondément dans tout. Mais en tout cas, moi, ça m'a amené sur le chemin de la méditation que je veux creuser plus, de la pleine conscience, du yoga tous les jours, parce que on parle beaucoup d'action, de curriculum, de profession, de ce qu'on a fait, mais qu'est-ce qui se passe dans les émotions dans tout ça, sur ton CV, parce que entre les ups and downs de boulot, il y a aussi les ups and downs, les dépressions, les coups durs, et et le yoga pour ça c'est fantastique dans le sens où ça aide énormément. Et moi je suis passée par des périodes dépressives compliquées. Voilà, je sais que la naissance des enfants c'est pas facile, des histoires familiales, des choses qui sont très difficiles à gérer. On va tous, toutes, plus ou moins, à un moment donné, voir un psy parce qu'il y a quelque chose qui va pas. On sait pas. Et moi, le yoga, sur ma zone d'ombre, sur mon, voilà, mais ça change toute ma vie. Donc, je ne peux plus me passer de yoga dans ma vie. Et j'ai l'espèce de petit, comment dire, la naïveté de penser que je peux peut-être partager ça. C'est juste ça. Je me considère pas comme un prof parce que, encore une question, la légitimité qui revient, tu vois. Peut-être que je sais pas. Donc c'est difficile pour moi de dire que je suis prof de yoga parce que c'est pas le cas. Il y a pas, voilà. Mais en tout cas, partager ça m'anime vachement, quoi. Voilà. Et comment tu te vois alors? Quel serait ton rêve professionnellement avec le yoga, j'ai envie de dire? Comment tu te vois peut-être dans l'avenir? Est-ce que tu te vois prof de yoga? Est-ce que tu te vois ouvrir un studio? Qu'est-ce que tu envisages? Alors là, je crée un événement dans l'idée de partager ça avec le plus grand nombre. Moi, je sais qu'à Paris, c'est un peu saturé, que maintenant il y a voilà, des studios dans tous les sens. Moi, j'habite à Compiègne, c'est dans le nord de Paris. Et dans l'idée de justement de partager ça, je suis la co-créatrice d'un événement qui s'appelle Les Évadés et qui va avoir lieu en juillet de cette année. Un festival autour du yoga, aussi du fitness, du dépassement de soi, de l'éveil, avec des pratiques de méditation, avec des arts martiaux en conscience, avec du cardio training. En fait, je me suis associée avec une personne qui on s'est retrouvés. En fait, on a appris à se connaître dans un cours d'Ashtanga et on a compris qu'on était à la fois tellement différentes et à la fois tellement complémentaires. Elle est très je vais dire yang, elle fait des semi-marathons, elle a beaucoup d'énergie. Moi, je suis plus yin dans le sens où moi, je suis plus calme, j'aime les yogas restauratifs, hein, et l'un va pas sans l'autre, quoi. Et on avait envie de créer un événement comme ça, donc voilà. Ça, c'est un petit rêve, quoi. Le petit rêve, c'est que de faire découvrir ça aux gens et qui participent à ça et qui comprennent que ça fait tellement bien, quoi. Ouais. Je mettrai le lien en tout cas pour les auditeurs. On a pas mal d'auditeurs à Paris, donc s'ils veulent venir au festival que tu organises, puisque c'est à 40 minutes de Paris, je mettrai le lien pour que les auditeurs puissent s'inscrire. Tu m'entends? Ça y est. Je sais qu'il y a un petit décalage, mais Et alors, qu'est-ce que tu as appris dans ta première reconversion que tu as pu utiliser dans ta deuxième reconversion? La patience et longueur de temps.
Tout n'arrive pas en un jour. La persévérance. Persévérer, persévérer, persévérer. Se relever, se relever, se relever. Continuer, continuer. Croire en soi, croire en soi, croire en soi. L'entraide et la magie de la rencontre, c'est précieux. Quelqu'un qui va te faire rebondir sur quelque chose, qui va t'amener quelque chose, qui va faire en sorte que ton chemin, ce sera le bon. Et bien s'entourer. S'entourer des personnes qui croient en toi. Comment réagit ton entourage à ta reconversion? Le yoga. Ouais. Alors, mes enfants, ils comprennent pas tout. Ils me disent, c'est quoi ton métier, maman? Mon entourage, non, tout le monde trouve ça génial. Après, je sais que c'est dur, je sais que tu vois, je me suis pas engagée sur ce chemin-là en me disant, je vais gagner ma vie super bien. Même si j'aurais peut-être dû prendre ce chemin, parce que déjà, ça va pas très fort en photo. J'ai pas choisi la voie la plus facile. Je pense que c'est un truc de cœur, quoi. Tu vois, il y a un vrai truc de. Là, je faisais partie le week-end dernier d'une conférence sur les neurosciences, par exemple, et comment le yoga agit sur le cerveau, qui était passionnant. Et en fait, je crois qu'on a tous besoin de plus de sens dans nos vies. Et plus de sens, chacun le vit comme il veut, comme il peut. Mais en tout cas, moi, pour avoir fait des burn-out, pour avoir un compagnon qui a fait des burn-out, pour avoir des gens autour de moi qui sont stressés, pour avoir des gens autour de moi qui ont mal au dos, qui ont mal dans leur corps, c'est trop important et l'appel, il est là et on a tous besoin de sens dans nos vies et tu vois, je me faisais encore la réflexion il y a pas longtemps, même quand j'étais photographe, pour moi c'était difficile d'aller faire des photos pour KFC, c'était difficile, j'avais une partie de moi qui avait pas envie et pourtant ça me faisait gagner ma vie. Et aujourd'hui, je crois que j'ai du mal à faire des concessions sur ces choses-là, quoi. J'ai plus de conscience pour mes enfants aussi. Quand tu deviens maman, je pense que de toute façon, il y a un tournant. Après, il y a pas que les mamans qui expérimentent ça. C'est pas ça que je veux dire, mais tu prends conscience vraiment de ce que tu vas leur laisser, des valeurs que tu leur inculques, du monde de demain, quoi. Ouais. Et de l'humain, quoi. Moi, mes enfants. On danse, on dessine, je dansais. Enfin, on a toujours fait. Moi aussi, je faisais ça avant. On le fait plus. Pourquoi? Alors, quand on va, tu vois, et pourtant, ça fait tellement de bien. Alors, dernière question, c'est vrai que je serais restée parler longtemps avec toi parce que c'est super intéressant le fait que tu sois reconvertie plusieurs fois et ce que tu partages. C'est vraiment un cheminement qui est hyper intéressant pour moi et puis pour les auditeurs. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie? Je pense qu'une reconversion réussie, c'est une reconversion où on s'est fixé des objectifs et qu'on les a atteints. Peu importe les objectifs, hein. Ça peut être se sentir bien dans sa peau, ça peut être gagner bien sa vie, ça peut être exposer dans une galerie, ça peut être. Donc pour le coup, j'ai pas réussi ma reconversion photo, j'ai pas exposé dans une galerie, mais en tout cas, j'ai été heureuse. Non, je pense qu'il y a un truc d'épanouissement dans ta reconversion. Quand tu atteins l'épanouissement dans ce que tu as entrepris et que c'est là que tu as réussi. Après, je pense que franchement, pouvoir vivre de sa reconversion, déjà, c'est une réussite. Ouais. C'est un des points qui... Oui, mais pas que. Tu vois, là, je me dis, je sais pas ce que je ferai après cet événement. Je serai jamais... Je pense pas qu'un jour je serai prof de yoga, tu vois, à 100%. Mais pourquoi pas monter un lieu où ça mêle plein de choses et finalement, ça mêle le yoga, ça mêle la culture, ça mêle les rencontres, ça mêle la bouffe, ça mêle les expos photos. Ouais. Tu vois, et ces trucs un peu hybrides. Tu penses que tu as appris à apprécier le chemin de la reconversion? Ouais. Je pense que on se reparle dans 10 ans. Ouais. Pour mon 4e métier. Allez, on se donne rendez-vous. Un grand merci Virginie en tout cas. Donc je mettrai tes liens de tes réseaux sociaux et aussi bien sûr du festival que tu organises pour les auditeurs qui voudraient s'inscrire. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Merci, c'était trop chouette de te rencontrer et de parler de tout ça avec toi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode.
Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.